Si on pose la question en termes relatifs, moi, évidemment, au centre de ce qu'est ma réflexion politique, si j'ose dire, la crise ne sert qu'à en dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Le fait que l'Europe est en train de changer de peuple, donc de changer de civilisation, ce qui me semble une crise beaucoup plus grave que la crise économique. Les crises économiques, il y en a à peu près 3 par siècle depuis toujours. Elles sont très graves et très sérieuses. Le changement de peuple et le changement de civilisation qu'il implique nécessairement dans l'histoire de la France et de l'Europe, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis 15 siècles. Donc c'est une chose infiniment plus importante. En ce sens, la crise économique me semble relativement, je sais que ça paraît énorme étant donné sa gravité, mais relativement secondaire. Je voudrais non pas me faire l'avocat du diable, mais je voudrais partir d'une autre position, de ma singularité. Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un Français de souche. Quelle horreur! Catholique, quelle horreur! Hétérosexuel, quelle horreur! J'ai tout contre moi. Vous ne réagissez pas pour le moment? J'ai envie de dire tout pour vous. Je voudrais dire, par exemple, que je suis hanté par la question de l'identité. Non seulement mon identité, mais aussi l'identité nationale. Quelle horreur, bien sûr, aussi. Je voudrais dire que, par exemple, je prends quotidiennement le RER, que pour moi, la station Châtelet-Léal à 6 heures du soir, c'est le cauchemar absolu, surtout quand je suis le seul blanc. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Est-ce que c'est faire le jeu du Front National de M. Guéant, de je ne sais qui? Non, il y a une douleur pour moi à me poser la question de savoir dans quel pays je suis, ethniquement, racialement, religieusement, etc. Je vous le dis encore une fois, je ne vote pas, je n'ai jamais voté. Mais j'ai envie de me poser cette question et de la poser ouvertement. Pour l'avoir posée dans plusieurs fois dans certains de mes livres, je me suis fait traiter de nazi, de fasciste, etc. Je partage ça au moins avec M. Guéant. Vous voyez? Donc voilà, simplement, j'ai une douleur, je ne me reconnais plus, je ne supporte pas les mosquées en France, je le dis, je ne peux pas voir ça en peinture, je ne peux pas supporter les mosquées en Hollande, la mosquée de Rotterdam est une chose absolument épouvantable, c'est la plus grande mosquée d'Europe. Il se trouve, madame, que j'ai été élevé au Liban. J'ai grandi au Liban, j'ai fait la guerre au Liban, aux côtés des chrétiens. Voilà, donc il y a un ensemble de choses qui font que je me pose la question de savoir où je suis. Et moi, je voudrais quand même vous poser une question. Mais pas trop long. Non, en fait, j'aurais bien, quand vous parliez du remplacement des peuples d'Europe, moi, vous n'avez pas reconnu, je connaissais pas votre... J'ai lu un de vos livres, pour moi, vous êtes un très grand écrivain, donc un très grand esprit. Je ne peux pas penser que c'est juste, vous parlez juste de l'immigration. Je suppose que c'est plus compliqué. Est-ce que vous parlez de quoi vous parlez, voilà. J'aurais bien aimé savoir en quelques mots de quoi vous parliez quand vous dites le remplacement des peuples. Franchement, ça m'a intrigué. Bah, c'est nous. Ouais. Non, je ne peux pas croire que... Non. Je parle en grande partie de l'immigration, oui. Je crois qu'il y a un changement de peuple et ce serait une vision très méprisante de l'homme de croire qu'avec d'autres peuples, il y ait la même histoire. Alors, on peut trouver que c'est très bien ou c'est pas bien, mais ce sera une histoire différente. Bon. Quand on peut... s'il s'agit d'individus, ça sera la même histoire. Il s'agit de peuples. Et c'est une aberration de croire que ce sera la même histoire. Là, il y a une fin du monde, ça sera... Ah, ici, je crois qu'on est très peu à avoir 4 grands-parents français. Mais François Barouin a des origines... Moi, c'est des origines hongroises. Au siècle dernier, un cavalier qui était venu pendant les campagnes napoléoniennes et qui a fait souche en Creuse. Vous demandiez pourquoi on était dans les ambiances apocalyptiques. Là, vous avez des réponses. C'est-à-dire qu'on a des débats qui sont quand même d'une extrême violence sur des sujets qui montrent bien que, je dirais, le monde européen, en tous les cas, est dans un épuisement et une fatigue assez avancée. Qu'est-ce que c'est que le grand remplacement? C'est l'idée qu'il faut expulser de notre pays. Bon. Non, pas qu'il faut expulser, que peu à peu, les musulmans vont remplacer. Non, mais le grand remplacement n'est qu'un mythe pour dire qu'il faut ce qu'ils appellent la remigration, l'expulsion, c'est-à-dire l'idée... C'est un mythe qui justifie ça, mais pour le coup, le grand remplacement, c'est... Mais c'est un mythe, c'est un mythe illustré par ce roman. Vous voyez le grand remplacement, nous sommes l'Amérique de l'Europe. Nous sommes de culture on ne doit pas recevoir Michel Houellebecq. C'est une question de comment on met de côté une partie de notre peuple. Rendez-vous compte de la violence symbolique qu'entendent les gens quand ils parlent de suicide de l'Occident, que la République est foutue à cause des musulmans, de grands remplacements, de grandes expulsions. Vous vous rendez compte de la violence pour ceux qui sont concernés? On a compris On aurait pu en débattre. votre point.
La seule politique qui soit efficace pour réduire ce danger de l'islamisme, c'est non seulement de stopper, mais d'inverser les flux migratoires. Il faut mettre en place une politique de retour de l'immigration. C'est la politique qui a été proposée par notre président fondateur Jean-Marie Le Pen il y a déjà 30 ans, parce qu'il avait compris la situation. C'est celle qui reste aujourd'hui, celle conduite par Marine Le Pen, et c'est celle à laquelle je continuerai d'adhérer. Merci. Il suffit enfin d'avoir des yeux pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. La France se voit ainsi confrontée au multiculturalisme qui bouleverse ses lois, ses mœurs, ses traditions, ses valeurs de civilisation et son identité, alors que l'on sait pourtant que les sociétés multiculturelles deviennent toujours des sociétés multiconflictuelles. Alors, je le dis ici solennellement, l'intérêt de la France est de cesser toute immigration et même d'en favoriser l'inversion des flux. D'abord, je crois que le Front National a le mérite de la légitimité, de la crédibilité sur la question de l'immigration et des conséquences de l'immigration, puisqu'aujourd'hui, nous avons à faire face à l'islamisation, au communautarisme, qui sont les conséquences directes de l'immigration massive que la France a subie depuis maintenant des décennies et dont sont responsables aussi bien, là encore, l'UMP que le PS. Nous voulons, nous, mettre définitivement fin à cette immigration massive, bien sûr, mais nous voulons aussi inverser les flux migratoires par le non-renouvellement automatique des cartes de séjour, par la déchéance de la nationalité française pour les délinquants ou criminels récemment naturalisés, par la suppression des pompes aspirantes de l'immigration, par le regroupement familial dans le pays d'origine, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui. Bref, dans tous les domaines, nous voulons mettre fin à cette immigration qui porte atteinte à notre identité, à notre sécurité, à notre prospérité économique et maintenant à nos libertés fondamentales. Nous voulons faire en sorte que les Français gardent la maîtrise de leur destin et que dans un pays en proie à une crise économique très grave, ce soient nos compatriotes qui soient les premiers servis et non des clandestins qui aujourd'hui se font soigner gratuitement avec l'AME alors que les Français n'ont même plus les moyens de se soigner convenablement. Au bout de cette pente que la France ne cesse de descendre, il y a la servitude et la disparition du peuple français. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Est-ce que pour vous, il y a une substitution de population? Est-ce que le grand remplacement... En fait, il y a eu tout un débat sur cette histoire du grand remplacement parce que ça désigne aussi la théorie du complot qui a été développée un peu notamment par Renaud Camus. Donc si on met de Marine côté, Le Pen qui a dit effectivement que si on met de côté complotiste. cette histoire de la théorie, en effet, sur certains territoires de France, ce qu'on appelle les Français de souche sont remplacés par une population récemment immigrée. C'est une réalité, c'est un fait. Voilà. Puisque je suis un des élus de ce territoire, mais vous aussi, je veux juste vous faire observer la chose suivante. En 1982, il y avait 7,2% d'étrangers en France. 32 ans plus tard, 2014, il y a 8,4%. C'est normal parce que pardon, la difficulté n'est pas... La nationalité française. Ça vous dérange? Vous voulez le retirer? Non, mais parce que moi, je pense que la France, quand elle accueille quelqu'un sur son territoire, sa tradition... doit avoir des exigences. Et pas une acquisition automatique de la nationalité comme elle existe. Mais là, ceux qui ont acquis la nationalité française et qui ne sont pas des délinquants, la tradition de la République française, la tradition de la République française, vous pouvez la contester, c'est que quand elle décide d'accueillir quelqu'un sur son territoire, son ambition et son envie, c'est de donner envie d'être français, quitte à donner des conditions. Et la deuxième chose, c'est pas le nombre qui pose problème. Là-dessus, je veux bien reconnaître que M. Le Pen n'avait pas totalement tort. Il est en train de présenter une invasion généralisée. Ça n'est pas ça ce qui se passe. Par contre, la concentration des difficultés sociales dans des ghettos,
où on retrouve l'essentiel de l'immigration française. C'est ça le véritable problème. Je pense que... Par ailleurs, ce qu'on dit sur le discours par rapport à l'immigration, ce n'est absolument pas nouveau. Ce n'est pas depuis 2014 que les Français ont eu peur de l'immigration. Il y a eu un massacre d'Italiens en 1893 à Alguemorte, des travailleurs italiens. Il y a eu des expulsions massives de Polonais dans les années 1930, donc c'est pas nouveau. Rokhaya, le problème, il n'est pas que les gens détestent les Noirs ou détestent les Arabes, tu te trompes. Ce qu'ils veulent, vous l'avez dit à l'instant, non. Ils ont peur, ils ne se sentent pas chez eux parce qu'ils voient un visage de la France qui ne comprennent pas. Non, ils ne se sentent pas chez eux parce qu'ils ont envie d'une immigration qui se plie aux règles du pays d'accueil. C'est pour ça que c'est complètement différent. Les Espagnols, les Polonais, les Italiens, des années après, ça en faisait de bons petits Français. Et donc les Arabes et les Noirs sont de mauvais Français. Attendez, laissez-moi finir, monsieur. Il termine sa phrase. Non, monsieur Attali, ça fait 30 ans qu'on nous raconte, dans 10 ans on rira et on dira tiens, les petits musulmans, ils sont devenus comme les autres. C'est le cas. Mais non, monsieur Attali. Vous ne les connaissez pas, évidemment. Je les pourrais citer des centaines. Robert Ménard, c'est pas le cas pour une majorité d'entre eux, pour une grande majorité d'entre eux, pour une écrasante majorité d'entre eux. Mais non. Vous êtes d'accord avec l'expression de Renaud Camus à cet égard, le grand remplacement? Un remplacement progressif qui s'opère des populations européennes? Oui, je crois d'ailleurs que c'est une progression qui va très vite. Il suffit de se promener dans un certain nombre de cités. On assiste effectivement à ce que mon ami Bernard Anthony appelle un ethnocide français. Voilà. Et il y a une volonté de tuer la nation française. D'ailleurs, on en nie l'existence. On ne lui donne qu'un contenu idéologique. Les droits de l'homme, etc. Ce qui pourrait être finalement celui de n'importe qui. Non, il y a un peuple français qui majoritairement est quand même le résultat d'une fusion, d'une composante celtique, latine, germanique, fusion qui s'est matérialisée réellement et symboliquement dans le baptême de Clovis. Il y a un peuple français. Bon, ce peuple français, il n'est pas bantou, il n'est pas de Mongolie, il n'est pas non plus viking. N'en déplaise à certains, voilà, c'est autre chose. Et c'est ce peuple français, effectivement, qui est aujourd'hui atteint dans sa substance par la dénatalité et par l'immigration massive, c'est indiscutable. Il y a eu plein de gens qui veulent vous répondre. Sylvie Brunel est la première. Sylvie Brunel est la première. Déjà, ce que je voudrais dire, Richard, c'est que il y a beaucoup de Français à la peau noire qui sont aussi Français que vous. Quand vous dites à Châtelet, je souffre d'être le seul blanc, les Noirs de France, et c'est tous les travaux de Pascal Blanchard, ils sont là depuis 500 ans. Et les Antillais, et les Guadeloupéens, et les Martiniquais, ils sont Français, aussi Français que vous et moi. Et donc, vous avez dit, je souffre d'être le seul blanc. Oui, vous n'avez pas dit le seul Français. Et le seul blanc, c'est gênant, parce que ça veut dire que nous sommes toujours en permanence en train de chercher des barbares. Mais en cherchant des barbares, c'est nous qui sommes les barbares. Parce que ça veut dire que cette civilisation européenne qui s'est construite, finalement, en intégrant tout un grand nombre... Elle n'intègre plus rien. Mais si, justement, on ne peut pas considérer que quelqu'un, parce qu'il a une autre religion, une autre couleur de peau, une autre langue, ne fait pas partie de la civilisation européenne. Sabri Loata, vous voulez répondre aussi, et puis François-Olivier Gisbert ensuite. Non, rapidement, Richard Millet, vous dites que vous avez des problèmes d'identité. Moi, j'en ai pas, donc je sais pas trop quoi dire. Pour moi, l'identité, c'est une question de papier, c'est une question de préfecture, quoi. Enfin, je vous montre ma carte d'identité, j'ai pas de problème d'identité, moi. Pas pour moi, une carte d'identité, c'est pas une identité. François-Olivier Gisbert, et puis Denis Podalides. Quand Richard dit où est-ce qu'il est, il est en France. Et j'ai envie de lui répondre par la très belle introduction de l'histoire de France de Jacques Bainville, qui était un collaborateur de Charles Maurras, donc baigné dans l'extrême droite. C'est un livre magnifique sur l'histoire de France. Et il commence par une description de la France, comme il dit, le français est un composé. C'est presque un composite, parce que c'était le point d'arrivée de beaucoup d'immigration germanique, etc., qui s'arrêtaient ici. Et c'est pour ça, je pense que, moi je comprends très bien ce qu'il dit, sa douleur à lui. Moi, j'ai une douleur qu'il ait cette douleur. Je pense que c'est un très grand écrivain, mais qui vit dans la nostalgie, c'est vrai. Là. Oui, je le répète, oui. Ma vie parmi les ombres, c'est un chef-d'œuvre complet. Mais c'est sur l'engloutissement d'une civilisation rurale, corrézienne. C'est ça qui vit très mal. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Avec la musique, le plaisir, Denis la cuisine. Voilà, la France est en train de changer, mais c'est très bien. Faut vivre avec ça. Je connais Richard Millet comme grand écrivain. Je l'ai lu. Le sentiment de la langue est un livre qui m'a beaucoup marqué.
des romans sur le Liban aussi, que j'ai lu. J'ai lu Les Voix et les Ombres. Et je pense que c'est votre problème à vous, en fait, et qui se dit dans vos livres. Vous en faites assez courageusement part devant une assemblée que vous savez être tout à fait hostile à la position que vous formulez. Donc moi, je vois d'abord ce courage un peu comme suicidaire de dénoncer cela, comme vous le dites, aussi précisément que vous le dites. Je pense que beaucoup de gens pensent à peu près comme vous. Ça se traduit par un vote, puis peut-être un vote Front National. Je ne pense pas que ce soit le vôtre. Vous êtes trans. Oui, je pense que... Donc il est tout à fait difficile de vous saisir. Le mieux, c'est à ce moment-là de vous lire pour comprendre d'où vous parlez et quel est ce problème d'identité. Je partage l'avis de monsieur, je ne l'ai pas, moi. Je peux être à Châtelet à 6 heures du soir. Ce serait plutôt quelque chose qui me fascinerait, moi. Alors, vous allez dire, vous posez en bien pensant, vous récupérez un discours... parce que moi, je crois profondément au contraire, au multiculturalisme. Je pense que le mot est affreux. Je pense que vous condamnez profondément ça, mais moi, je pense qu'on va toujours vers plus de métissage et que c'est quelque chose... C'est le mouvement même de l'histoire. C'est pas un déclin, c'est même pas un progrès, c'est le mouvement naturel de du pays, de l'Europe. Je ne m'en fais pas. Je me dis si ça me rendait malheureux, mais c'est presque à s'arrêter de vivre. C'est presque vouloir arrêter un mouvement océanique. Je ne sais pas comment. Je crois. On voit que la fachosphère a joué son rôle. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que ne pas être raciste, c'est être politiquement correct. Jean Z, spécialiste des réseaux sociaux, qui nous parle de ses commentaires sur la page Facebook de l'Éducation nationale, des insultes racistes, un déferlement de haine, et tout ça parti d'une image avec une dizaine d'enfants d'origines différentes. Pas besoin d'être spécialiste du web pour reconnaître la patte de la fachosphère. Bonjour Maxime Fayolle. Bonjour. Dans ces commentaires, un terme revient très très souvent, celui de grand remplacement. Ouais, c'est un terme qu'on ne voit pas que sur Facebook. Il y a d'ailleurs un hashtag grand remplacement sur Twitter qui est en nette progression depuis quelques semaines. Alors ce terme, il est surtout utilisé par des militants de groupes identitaires. Pour bien comprendre cette notion de grand remplacement, j'ai contacté Philippe Vardon. Il est président du groupe identitaire Nissa Rebella. Le grand remplacement, c'est quoi? C'est l'idée que petit à petit, dans un pays donné, le nôtre par exemple, l'arrivée massive de populations étrangères en vient à remplacer la population d'origine. Ça veut dire quoi? L'idée de fond, c'est quoi? C'est dire je veux pouvoir vivre libre sur ma terre, selon mon identité, avec ceux qui me ressemblent. Je vois pas ce qu'il y aurait de méchant, de violent, d'agressif là-dedans. Oui, enfin là, les commentaires sont allés bien plus loin que cela, tellement loin que l'Éducation nationale a dû nettoyer sa page Facebook. Alors, modération ou censure, Damien Rieu, le porte-parole de Génération Identitaire, a sa réponse. C'est sûr que la France est connue pour être le pays qui censure le plus Twitter, avec le plus de procédures judiciaires au cours, je crois, devant la Russie. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de liberté d'expression en France. Ça devient grave. On a des ministres qui appellent à la censure de Twitter, au contrôle. Il faut être très vigilant sur les libertés numériques. Parce que c'est évidemment dans des espaces d'expression libre qu'on peut le mieux débattre, sans procédure judiciaire, à tout va, dans le respect des uns et des autres, évidemment. Oui, un débat qui peut être maîtrisé sur Facebook puisqu'on peut supprimer certains commentaires. C'est plus difficile sur Twitter, ce qui peut amener à des dérives. On a vu en effet des photos ou des vidéos de personnes d'origine étrangère être publiées avec ce hashtag grand remplacement. Mais est-ce que c'est autorisé, ça, Maxime? Qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire sur les réseaux sociaux? Alors, il y a des limites à cette liberté d'expression. L'injure, et notamment à caractère racial, est évidemment interdite. Mais pour punir les auteurs de ces propos, ce n'est pas toujours simple, comme le confirme maître Julie Jacob, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies. Soit la personne, elle est facilement identifiable et on peut la signer, soit elle ne l'est pas parce qu'elle a un pseudo et on doit passer par le fournisseur d'accès. Les réseaux sociaux permettent un peu une liberté d'expression totale. Heureusement, les décisions de justice viennent bien encadrer cette liberté d'expression, que ce soit sur Twitter,
que ce soit sur Facebook. Il y a des condamnations à des dommages et intérêts ou des amendes en cas de dépassement justement de ces propos. Malgré ces décisions de justice, on a encore l'impression de tout lire sur ces réseaux sociaux. Le possible anonymat a libéré la parole haineuse, comme l'explique Jean Z, journaliste spécialiste des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a un aspect complotiste. C'est-à-dire qu'on nous ment, on nous cache la vérité, nous on a la vérité, regardez. Et comme ça, comme on n'est pas empêché, comme il n'y a pas de censure réelle, la parole peut se libérer et peut s'organiser. Comme ils sont très présents et que tous les Français ne sont pas là, il y a un effet de masse. On a l'impression qu'ils sont extrêmement nombreux alors que pas du tout. Et cette libération de parole, ceux qui la voient le mieux, ce sont les modérateurs des sites d'information, avec des commentaires qui virent parfois au spam, selon Jérémy Mani. Il est président de la société Netino, spécialisée dans la modération. Il y a très clairement des groupuscules de gens qui essayent de rendre les espaces de dialogue nauséabonds et qui sont là pendant plusieurs heures. Donc je pense que c'est ça qui montre que c'est organisé, avec une volonté systématique de ressortir les mêmes arguments et de provoquer, de choquer. On a vu évoluer la tonalité des commentaires. Avant, c'était plus entre les lignes. Par exemple, on allait parler de Suédois ou de Norvégiens pour qualifier les immigrés. Maintenant, il n'y a plus ce problème-là et c'est depuis peu, depuis quelques mois uniquement. On y va très franchement avec des mots très crus et il n'y a plus aucun complexe à tenir des propos racistes. Et les défenseurs du grand remplacement vont même plus loin avec publication d'articles pour prouver ce phénomène de manière chiffrée. Alors pour savoir si tout était vrai, je suis allé voir Patrick Simon. Il est directeur de recherche à l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Sur les données démographiques elles-mêmes, ils trichent pas mal sur les paramètres de cette évolution. Il me semble que malgré tout, ils ont tendance à se focaliser sur les questions raciales. Ils disent qu'en fait, il y a une culture qui est menacée. Mais leur vision de la culture est une vision complètement figée. La culture, elle se transforme en permanence. Mais cette culture, elle est en évolution et ce qui disparaît, c'est peut-être leur vision de la culture. Les pays européens sont devenus des pays d'immigration, c'est indéniable. Ça provoque des transformations, il ne faut pas non plus exagérer sur les quantités et il ne faut pas appeler ça un grand remplacement. Mais pourtant, cette notion de grand remplacement, elle fait son apparition dans le champ politique puisque le FN l'emploie de plus en plus. Mais pas uniquement, le grand remplacement pénètre aussi le champ médiatique. L'année dernière, 2 éditorialistes, Yvan Rioufol et Éric Zemmour, n'ont pas hésité à parler ouvertement de grands remplacements. Question suivante, celle d'Arnaud, 42 ans, qui est chef d'entreprise à La Roche-sur-Yon. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour messieurs, bonjour madame. Je serais intéressé d'avoir votre avis sur le constat suivant. Depuis une cinquantaine d'années, la France a vécu par l'arrivée massive d'une population extra-européenne un bouleversement historique sans précédent. D'après les données officielles des bilans établis par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant, dans le cadre du dépistage obligatoire pour les sujets à risque de la drépanocytose, qui est une maladie génétique touchant uniquement les populations extra-européennes, on note qu'en 2013, 37,5% des nouveau-nés en France, contre 31,5% en 2010, étaient d'origine non européenne. D'après les projections qui peuvent être faites, dans 8 à 10 ans, la moitié des nourrissons seront dépistés et 80% aux alentours de 2050. Le remplacement, ou du moins la mise en extrême minorité de la population autochtone française par une nouvelle population essentiellement d'origine africaine semble désormais inéluctable. Il se fera en 150 à 200 ans. Quelle est votre question, Arnaud, s'il vous plaît? Suivante. Si vous étiez au pouvoir, prendriez-vous des dispositions permettant de préserver le caractère autochtone en France? Je vous remercie, madame. Monsieur, vous soulevez là le problème de l'immigration massive. Enfin, je crois que le Front National, depuis de très nombreuses années, dénonce cette immigration massive, incontestablement. Et nous ne sommes plus les seuls à le dire, d'ailleurs. Et puis, je voudrais à tous les gens qui s'intéressent au remplacement de population parler de chiffres, à savoir le dépistage de la drépanocytose, qui nous renseigne un petit peu sur des statistiques ethniques, puisque vous savez qu'elles sont interdites. 60% des nouveau-nés en Île-de-France ont 1 ou 2 parents d'origine extra-européenne, puisque 60% des nouveau-nés d'Île-de-France sont dépistés à la drépanocytose, pour ceux que ça intéresse, sur le remplacement de population dans ce pays. Bon, écoute, ce qui se passe, c'est un vieux fantasme de l'extrême droite, c'est de constamment appeler à l'invasion. Alors, extrême droite, mais c'était aussi des propos tenus par Valéry Giscard d'Estaing qui parlait d'invasion. Rappelez-vous, même Mitterrand, surtout Mitterrand, lui disait que le seuil de tolérance des Français était franchi. On est toujours dans l'idée que la France est envahie. Et il y a la théorie qu'on appelle la théorie du remplacement dans la natalité aujourd'hui. Donc c'est une espèce d'invasion par le ventre, c'est-à-dire qu'en fait, les étrangers viendraient en France et puis nous inonderaient de leurs bébés colorés et crépus. Alors, il se trouve que je suis allé chercher quelques chiffres.
Sachez que 82% des naissances en France, 82% des naissances en France, c'est de 2 parents français. Alors après, la question c'est quoi un bon français, si j'ose dire, parce que est-ce que Edith Piaf était une bonne française, Noah, Zidane, Adjani, Platini, Johnny sont-ils des bons français? Donc je ne sais pas, parce qu'en fait la vraie question qui est posée par l'auditeur, qui s'appelle Grégory, que je salue, qui est boulanger à Paris et qui me reprochait de ne pas l'avoir salué l'autre jour, on est sur une maladie, la drépanocytose, qui est une maladie héréditaire, et c'est une maladie héréditaire qui touche des populations à risque venues d'Afrique subsaharienne, des Antilles, des Indes, du Moyen-Orient ou du bassin méditerranéen. C'est large quand même. Ça fait du monde. Et il se trouve que dans cette population, donc que je viens de rappeler, eh bien, il y a une maladie génétique donc qui concernerait donc 31% des couples qui ont des enfants seraient des couples à risque, donc sous-entendu viendraient de ce bassin méditerranéen ou des Antilles ou d'Afrique subsaharienne. Bon, faut savoir qu'il y a eu que 300 cas l'an dernier d'enfants véritables. Alors j'essaie de comprendre les chiffres comme donne l'auditeur. Alors par exemple, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une progression des naissances de mères étrangères, mais les mères étrangères en France, c'est 13% des naissances. Voilà, 13%. J'ai comparé les chiffres de 1977 et de 2012. On a toujours 73% des 2 parents français. Donc à nouveau, on est sur l'idée d'une invasion, on est sur l'idée qu'on va être envahi, et il se trouve que les chiffres sont une fois encore relativement stables. Alors j'essaye de comprendre l'auditeur. En fait, toute la différence, tu veux dire que l'invasion dure depuis 73? Non, parce que, en fait, toute la différence, c'est ce que disait Sylvain au début de son propos, c'est quelle est la définition aujourd'hui du bon français? Mais jusqu'où, Arnaud, on est sur une maladie héréditaire. Donc effectivement, on peut avoir 31% des naissances en France qui seraient susceptibles d'être concernées par cette maladie héréditaire, parce qu'elle peut remonter à un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent. Donc effectivement, on n'en finit plus. Donc on va remonter comme ça. Alors, moi, je sais pas, quand Zidane était le capitaine de l'équipe de France, est-ce que c'était une population à risque? Jackson Richardson en handball, Abdelatif Benazi au rugby. Voilà, déjà rien que la question elle-même, la question de départ, d'aller fouiller dans l'arbre généalogique pour savoir si la personne est une bonne française ou pas, moi me dérange. Voilà, mais en tout cas, chiffres à l'appui. Moi, pour ma part, je ne cite pas les chiffres de François de Souche. Je cite les chiffres de l'INSEE qui prouvent une très grande stabilité. Il y a une hausse effectivement du nombre de naissances de mères étrangères, parce qu'on est sur d'autres rapports en termes de fécondité, de rapport notamment au mode de contraception. Alors les chiffres que j'ai trouvés qui se rapprochent des siens, bah oui, 35% des mères étrangères sont d'origine du Maghreb. Mais c'est surtout, à mon avis, un effet loupe pour finir. C'est très très parisien, c'est très très Île-de-France. Voilà. Faut savoir que ces populations sont concentrées dans l'Île-de-France, dans la banlieue parisienne, et peuvent créer un effet de loupe. Et puisqu'on